Salut, je reprends la vidéo de Monsieur Les Brown à propos de la physique des cristaux. Et on attaque en se rappelant que il faut tout réduire à la notion de lumière, d'électricité et d'un cycle continu. I suppose if you wanted to buy a house, De la même manière que quand vous achetez une maison, vous allez la visiter d'abord, vous aimeriez bien en faire autant avec votre cristal. Et l'on va donc se reporter à ce schéma qui est sur une base de triangle, car lorsque l'on parle de cristal, on parle de forme pyramidale. Le plus petit des atomes de votre cristal a une forme pyramidale. Tout d'abord, considérons ce triangle ici de la même manière que votre cristal. Si vous voulez trouver l'endroit, l'air, qui vous est le plus utile, la surface fonctionnelle, il va falloir commencer par quelques bases. Il faut d'abord trouver les 3 magnitudes de la pyramide. On va comparer ça à la température dans une pièce. Celle qui est au sol, au milieu de la pièce et au plafond sont toutes les 3 différentes. Et, imaginons la même chose pour les magnitudes. Au niveau de la base, si tout ce qui était réparti sur la surface devait arriver au sommet, il y en aurait plus. Étant donné que la surface est moindre, l'intensité est supérieure. D'abord, on va mesurer la longueur de la pyramide, du côté de la pyramide, de l'arête, et on va en prendre le centre, à mi-hauteur. On fait pareil en face. Et maintenant, de ces 2 points, on va partir à angle droit par rapport à l'arête pour se retrouver au centre. Et à l'endroit où les 2 lignes s'entrecroisent, and you have the basic energy up to the first dimension of first magnitude. It is multiplied there by 10. Whatever you had in here, 150 gauss I suggest is here, 150 gauss at ground level. By the time it reaches here, it is 1500. And where by the time it goes farther up to the top, it becomes 15,000. But now we only have 1 dimension yet, or 1 magnitude. The second magnitude is found by measuring from here to here, the center mark of it, halfway between the 2, and draw a line across. Now you have dimension. De ce point, on mesure jusqu'au sommet, on prend la moitié de cette distance et on arrive à la limite de la 2e magnitude. Ce point qui est entre les limites des 1ère et 2e magnitudes est considéré comme étant le centre de la pyramide, la racine cubique de la pyramide. Ça signifie qu'en fait, l'énergie se concentre autour de ce point central, ce centre de gravité, peut-on dire, dirais-je. Et quoi qu'on apporte sur le sol de la pyramide, à partir du sol de la pyramide, cela va se concentrer en ce point central, dit central, que j'appelle central, la racine cubique, the cube root of the pyramid. Et l'énergie de ce point barycentre va spiraler jusqu'au tiers supérieur. Le point au 1er tiers est le moteur. C'est là où est l'énergie. Et ça monte en spirale, graduellement, en devenant de plus en plus dense. Donc, il a appelé le 1er centre au 1er tiers de hauteur. Donc, il l'a appelé le point de productivité. Et le point supérieur, qui est à la jonction des 2 tiers et du 3e tiers, il a appelé le point de distribution. En fait, il a appelé le maître de distribution et le maître de productivité. Et il l'a appelé maître parce qu'ils sont leurs propres maîtres. Et il nous apprendra plus loin à mettre plus d'énergie au point de productivité
et voire à pouvoir aussi distribuer plus à partir du mètre de distribution. Il y a une régénération d'énergie continue entre ces deux points. Il faut un certain temps pour que le cristal se remplisse. Il nous cite l'exemple quand il avait sa pyramide de 10 mètres, ça a pris, il avait une pyramide de 30 pieds et ça a pris 5 jours à remplir. Et j'ai pas bien compris, mais il a dit qu'il fallait 40 minutes après pour que ça arrive jusqu'à la pointe. Donc, quand on parlait de cette énergie qui arrivait par le pôle nord en gravitant, et qu'il y avait un changement entre cette énergie positive qui gravitait en négative, et passait par le pôle sud d'où elle sortait en radiation. Il y a donc une gravitation depuis la base, mais au moment où cette énergie va sortir par la pointe, par le sommet, elle ne sera plus en train de graviter, elle sera en train d'être irradiante. Ça devrait vous suggérer le fait que vous recevez l'énergie de la pyramide pour recevoir une force négative. Vous ne pouvez pas recevoir de force négative après qu'elle soit émise, car la radiation est positive. Donc, quand vous utilisez votre cristal, par exemple, pour calmer un système nerveux, en utilisant l'énergie négative, vous ne pourrez pas le faire avec la radiation sortant de la pointe, qui, elle, est positive, ce qui amplifierait la douleur, le problème du système nerveux. Voilà pourquoi il est essentiel de savoir ce qu'on fait quand on travaille avec les cristaux. La spirale qui est figurée à la base ne touche pas les angles. Dans tous les cristaux ou les pyramides, il y a toujours un espace dans lequel l'énergie n'est pas, jusqu'à ce que ça arrive à la jonction entre le deuxième étage et le troisième. Donc, le deuxième étage, enfin, premier et deuxième étage, les arêtes sont libres de courants d'énergie spiralantes. Par contre, après, au sommet, il semblerait qu'elles soient si condensées que ce n'est plus le cas. Si vous voulez vous servir des cristaux, pour quel que soit l'usage, vous devez être capable de vous en servir soit avec un seul, soit avec de multiples. Et si on imaginait par exemple un deuxième cristal à la base de celui-ci, qui formerait finalement un losange, une pression sur les bords du losange provoquerait une émission d'énergie par les extrémités pointues, si on peut dire, à angle droit par rapport à l'axe de votre pression, le long de, si on peut dire, le diamètre du losange, c'est-à-dire la plus petite diagonale. Si on prenait ce petit cristal là qu'il tient dans les mains, c'est donc un cristal bipointe de la taille d'un bon pouce humain. N'oubliez pas, c'est vivant. Il y a de l'énergie mobile là-dedans. C'est de la lumière rassemblée sur elle-même et qui entretient un mouvement. Et si vous enrouliez un fin fil de cuivre en laissant une pointe de libre et que vous mettiez autour une feuille de mica et finissiez d'enrouler autour votre fil de cuivre en laissant les deux extrémités, une à l'intérieur du mica, l'autre à l'extérieur du mica, vous avez carrément un petit moteur. Et donc là, si vous le mettiez dans un instrument particulier et que vous le pressiez à son centre, des deux extrémités du fil de cuivre, vous auriez entre les deux une différence de potentiel. Vous pourriez faire tourner un petit moteur. C'est ce qu'on appelle la piézoélectricité. En supposant que je mette ce cristal dans la pyramide ou un cristal plus gros. Donc, si on mettait ce cristal à cet endroit-là de la pyramide, elle nourrirait le cristal et apporterait encore un surplus d'énergie. Si vous le squeeziez à cet endroit-là, latéralement, comme les rayons d'un phare de mer, vous auriez 2 jets d'énergie qui partiraient, alimentés encore en plus par la pyramide. Quand vous relâchez la pression sur le petit diamètre de votre losange ou de votre cristal, double pointe, l'énergie revient. Donc, si vous alternez une pression et relâchez de pression, une pression et relâchez de pression, ça correspond tout à fait à une sorte de respiration. Vous ne le presserez jamais jusqu'à le vider. Il doit rester en équilibre. Donc, vous allez alterner. Il va quand même nous prévenir de quelques dangers autour de l'usage des cristaux. Il va nous raconter son histoire
dans l'emploi de sa grande pyramide. Et cela pourrait vous arriver aussi en utilisant un cristal à plus petite échelle. Quand vous commencez à manipuler vos cristaux, cela devrait vous montrer là où il réside quelques dangers. Si vous pouviez imaginer la pyramide de 30 pieds, de 10 mètres que j'avais, tout en sachant qu'elle contient de l'énergie qui est toujours en train de venir et de partir. Et j'ai pensé, puisque je peux récupérer l'énergie d'un cristal, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas récupérer l'énergie d'une pyramide? Il s'est donc fabriqué 2 bobines qu'il va dessiner. Like this. And it was electric coil. Counterclockwise. Ben non, c'est pas anti-horaire. This. And it was electric coil. Ah, donc elle descend en anti-horaire. Moi, je trouve que son schéma, il n'est pas bon. Et il a fixé ça en haut de sa pyramide. Et en plus, il lui a fabriqué un petit système d'antenne en ébouriffant, si on peut dire, mais c'était qu'un seul fil. Mais si ça avait été un petit câble, il aurait ébouriffé les taurons de façon à créer cette sorte d'antenne. Et donc, il est allé à l'intérieur de la pyramide et en bas, il a fait une bobine magnétique avec un vieux fil d'antenne, avec une extrémité directement dans la terre, comme indiqué sur le schéma, l'extrémité centrale. Et il a laissé l'autre extrémité à l'air libre, verticale, sortante, montant vers la pointe. Il lui est venu l'idée à ce moment-là qu'il devait connecter les 2 coils, les 2 bobines, l'une avec l'autre, avec un brin de laine. Et donc, il l'a suspendue à la bobine d'en haut jusqu'à qu'elle soit à 12 cm à peu près de celle d'en bas. Donc, ça ne touchait pas par terre. Donc, il est redescendu pour connecter le bout de brin de laine qui pendait dans le vide avec la bobine qui était au sol. Et au moment où il a saisi les 2 bouts, il s'est retrouvé 6 mètres plus loin contre le mur, par terre. Bon, il fait 80 kilos, 90 kilos, 180 livres. Et ça l'a propulsé en arrière de 6 mètres. Il n'avait plus de peau, ni sur le bras, ni sur la jambe. Pendant 5 minutes, il n'a pas vraiment su ce qui lui était arrivé. Tout ce qu'il avait fait, c'était de toucher l'extrémité du brin de laine. Et ça m'a calmé et je me suis rendu compte que j'étais en train de m'amuser avec quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Donc, c'est un bon avertissement. Ne vous amusez pas autour des cristaux avant de savoir ce que vous en faites. Il y a différents gradients dans les cristaux. Et ce gradient va déterminer à quel point il est bon pour votre performance. Il y a des cristaux très très puissants, mais qui sont faibles en structure et qui vont vous tomber en poussière dans les mains. Il y a des cristaux dont le nucléus, le mètre celui du premier étage, pourrait être très très faible. C'est donc pas un cristal très compact, donc vous n'avez pas un champ de force très fort. Et c'est un peu à vous de savoir, mais le meilleur cristal que vous puissiez avoir tout dépendra de là où il vient. Et le meilleur cristal que vous pourriez avoir aurait une composition avec du sodium, du potassium, du magnésium et de la silice. Les voilà écrites à l'écran. Avec ces 4 éléments, nous avons la meilleure conductivité. Beaucoup de ces cristaux ont des impuretés à l'intérieur. Et si l'on n'en avait pas, ils n'auraient jamais une couleur. Il faut se rappeler au début, lorsque l'on a vu qu'un rayon de lumière comprenait toutes les couleurs, et la couleur donc qui rend le cristal visible, elles n'apparaissent qu'à l'endroit où il y a les fréquences correctes dans ce cristal particulier.
Ce sont des notions importantes pour le moment où vous utiliserez les couleurs avec vos cristaux. La différence entre la quantité d'énergie et la longueur d'onde de la lumière. Donc, il va là bâtir un tableau en fonction des harmoniques et des fréquences. Dans le domaine du violet, en dehors du spectre visible, ça va de 2900 angstroms à 3900 angstroms. Ça ira donc après ça c'était pour l'ultraviolet. Pour le violet, ça ira donc de 3900 à 4500. Le bleu de 45 à 49, 4500 à 4900. Et on arrive au vert qui est de 49 à 54. Le jaune de 55 à 59, 5500 à 5900. L'orange, c'est de 5900 à 6300, 59, 63. Et ensuite, nous avons les infrarouges qui vont de 6300 à 10 000. Donc, l'infrarouge de 63 à 10 000, c'est 6300 à 10 000. Et si vous voulez faire une capture d'écran, c'est le moment parce qu'il va s'en aller. Ce sont donc les fréquences que vous allez utiliser et il faudra les utiliser dans leur sens harmonique aussi, autant que dans le sens énergétique. Quand on parle d'harmonique, c'est le son que la fréquence fait, que la fréquence produit. Comme en musique, vous avez l'harmonique à une fréquence précise, c'est la même chose dans la nature. L'endroit où, pour les lois de la nature, quelque chose se passe tout le temps, toujours la même chose, et à chaque fois, où il n'y a rien que vous puissiez y faire contre. Mais il faut être précis. Donc si vous êtes musicien, vous avez un avantage. Il va nous donner des harmoniques qui nous sont inhabituelles, par exemple l'harmonique de la vitesse de la lumière, qui va à 6000 miles par seconde, et cette harmonique, c'est 1439. 1439, c'est donc l'harmonique de la vitesse de la lumière. Et si on a une harmonique de la vitesse de la lumière, on a aussi une anti-harmonique de la vitesse de la lumière. Donc, une harmonique, en fait, de la vitesse de l'anti-lumière. Et cette harmonique de l'anti-lumière est 6950, 6950. Pour la gravité, l'accélération. Et l'harmonique de la gravité est 2545,5. Et donc, l'accélération de l'antigravité, qui est donc de 3930. Voilà un petit tableau pour prendre une jolie prise d'écran. On a donc la vitesse de la lumière à 1439, l'harmonique de l'antilumière à 6950, l'harmonique de la gravité à 2545,5 et l'harmonique de l'antigravité à 3930. Il y a une donnée à savoir aussi qui est la masse de la Terre. Donc son harmonique est 1703. Nous allons maintenant nous intéresser aux formes. Toutes les formes sont gouvernées par pi, 3.14115. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste si vous mesurez l'onde depuis le cristal, après avoir mesuré le champ de forme. Mais bon, c'est peut-être un peu avancé juste pour faire des soins cristaux. Donc on va laisser ce sujet sur le côté. On a des notions de gravité au niveau des gaz, des liquides, des solides, et nous voici au niveau des cristaux, qui, d'après lui, représentent le quatrième état de la matière. Bon, il n'y a qu'à en rajouter un, mais sinon, d'habitude, c'était l'état plasma. Enfin bon, pas très grave. Il me semblait même qu'à une époque, on étudiait le sable comme étant un état particulier de la matière. C'est ni solide, ni liquide. Disons que c'est un liquide d'une viscosité extrême, mais qui le rend plastique. Oui, parce qu'un matériau plastique, un solide plastique, c'est encore autre chose. Enfin, là, on est très proche de l'état plasmatique, quelque part, je dirais. C'est un peu au figuré ce que je viens de dire, mais j'imagine un métal en fusion, c'est encore un solide liquide. Donc, un cristal naturel aura toutes ces qualités, alors qu'un cristal artificiel fait par l'homme n'aura pas ces qualités. Pas toutes, en tout cas, a priori. Si on parlait du rubis,